Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà repartis pour un cours à distance dans ce cours d'IPP. Alors, nous avons vu ensemble ce qu'il en était du cadre 2. Donc on a vu que c'était important de pouvoir bien remplir un cadre 2 puisqu'il y avait pas mal d'informations sur la situation familiale du contribuable et que ça avait des conséquences fiscales. On passe maintenant au chapitre 3 et on va voir le cadre 3 qui concerne en fait les revenus immobiliers. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre votre déclaration et d'avoir sous les yeux le cadre 3. Donc, le cadre 3 étant celui-ci. Vous voyez, cadre 3, revenus des biens immobiliers. Ce cadre n'est pas très grand, mais il est très important parce qu'il est quand même fort utilisé par les contribuables et donc il faut savoir justement quand et où remplir lorsque on a des revenus immobiliers. Alors, les revenus immobiliers, tout d'abord, je reviens à mon PowerPoint. Qu'est-ce que c'est que avoir des revenus immobiliers? Alors, les revenus immobiliers, je suis certaine qu'il y en a qui pensent que avoir des revenus immobiliers, c'est quand par exemple on a un bien immeuble et qu'on touche des loyers de ce bien immeuble. Or, c'est pas que ça, avoir des revenus immobiliers. Ça, ce sont des revenus immobiliers, on est d'accord, mais ce n'est pas que ça. Il faut savoir que le simple fait d'être en possession d'un bien immeuble, c'est considéré comme du revenu immobilier. Donc, quand on parle de revenus immobiliers, on dit que ce sont tous les revenus qui proviennent de biens immeubles, bâtis ou non bâtis. Exemple, un appartement, un garage, un terrain, du matériel et de l'outillage, qui sont en réalité des biens immeubles par destination économique, que vous verrez en droit civil, sauf si ça a déjà été vu. Et donc, quand on dit qu'ils proviennent, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des loyers que l'on touche de ces biens immeubles. Je vous dis, le simple fait de posséder un bien immeuble est considéré comme du revenu immobilier. Mais on va voir qu'il y a une différence aussi entre propriétaire, nu propriétaire, usufruit. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces revenus immobiliers? La première chose, c'est que les revenus immobiliers font l'objet d'une double taxation. Double taxation, donc ça veut dire que malheureusement, ces revenus immobiliers sont taxés deux fois. Ils sont taxés par ce qu'on appelle le précompte immobilier, qu'on verra euh, par après, et ils sont taxés à l'IPP, donc c'est ce qui nous concerne ici. Il faut les déclarer et ils sont taxés. Sauf, il y a une exception, et qui n'est pas la moindre, pour l'habitation propre. Alors on va voir ensemble ce que c'est que l'habitation propre. L'habitation propre n'est pas taxée deux fois, mais par contre, elle est bien taxée une fois au précompte immobilier. Alors, autre caractéristique, la base de calcul du précompte immobilier, et on va voir aussi dans une certaine mesure de l'IPP, c'est le revenu cadastral. Alors, c'est quoi le revenu cadastral, pardon, vous en avez certainement déjà entendu parler. On va voir aussi ce que ça veut dire. La base de calcul à l'IPP, là, ça va être aussi l'ERC, comme je viens de vous le dire, mais le cas échéant, en plus, les loyers perçus. Donc, on va voir que dans certains cas, les loyers que l'on perçoit par rapport à un bien immeuble que l'on possède va rentrer dans le calcul pour l'IPP. Alors, quand on parle de revenus immobiliers, il y a parfois des choses où on pense que ce sont des revenus immobiliers, mais en réalité, à l'IPP, ça n'en est pas. Et puis, il y en a qui en sont. Alors, par exemple, les revenus immobiliers, c'est pas la même chose que faire des plus-values sur immeubles. On verra ça bien plus tard, que les plus-values que l'on réalise sur un bien immeuble, c'est-à-dire quand on vend un bien immeuble plus cher que ce qu'on l'a acheté, on fait ce qu'on appelle une plus-value. Mais ces plus-values sur bien immeuble ne sont pas des revenus immobiliers, ce sont des revenus divers. Donc on verra ça plus tard, ces plus-values se classent dans les revenus divers et pas dans les revenus immobiliers.
Par contre, des revenus qui proviennent d'antennes GSM, ce sont considérés comme des revenus immobiliers. Alors, ce que j'entends par là, c'est, vous avez déjà constaté que sur certains toits, il y a des antennes GSM. Donc il y a des opérateurs qui ont demandé à des propriétaires ou à des copropriétaires de placer des antennes parce que leur immeuble était bien placé stratégiquement, géographiquement. Bien, ces propriétaires sont évidemment payés par les opérateurs pour voir cette antenne placée sur leur bien immeuble, en général sur le toit. Eh bien, les revenus qui proviennent de ces antennes GSM, ce sont bien des revenus immobiliers. Alors, par contre, des revenus qui proviennent de panneaux publicitaires, pardon, ça, c'est considéré comme des revenus divers. C'est un peu paradoxal par rapport aux antennes GSM, mais c'est comme ça. Il y a eu des controverses sur les dernières années, et puis finalement, on aboutit quand même à des revenus divers. Donc vous voyez, hein, vous avez peut-être déjà constaté sur des biens immeubles qu'il y avait des panneaux publicitaires. Les gens reçoivent aussi, les propriétaires reçoivent aussi des revenus pour ça, mais ces revenus sont considérés comme des revenus divers et pas des revenus immobiliers. Alors, des revenus qui proviennent d'une sous-location, ça, ce sont aussi des revenus divers. Alors, une sous-location, n'étant pas une sous-location, c'est lorsqu'un locataire loue lui-même à quelqu'un d'autre. Donc, si par exemple, B loue un bien immeuble à A et que B loue encore cet immeuble-là à C, ça s'appelle une sous-location. Mais ça, les revenus qui proviennent d'une sous-location, ce sont des revenus divers par des revenus immobiliers, mais on y reviendra plus tard quand on verra les revenus divers. Alors, vous voyez, ces caractéristiques sont importantes pour justement ne pas tout mélanger. Alors, je vous ai dit que l'habitation propre ne faisait pas l'objet d'une double taxation, contrairement aux autres revenus immobiliers. Mais qu'est-ce que c'est que l'habitation propre? Alors, l'habitation propre, c'est l'habitation que le contribuable va occuper personnellement pour en faire son domicile, d'accord? Donc y vivre, y avoir peut-être son ménage, ses activités privées, etc. Et donc c'est l'habitation que l'on occupe personnellement, soit en tant que propriétaire, soit en tant que usufruitier. Alors, la notion de propriétaire, d'usufruitier, de nu propriétaire, ce sont des notions que vous allez voir en droit civil et qui sont évidemment très importantes. En deux mots, l'usufruitier est quelqu'un qui n'est pas plein propriétaire d'un bien, mais qui va pouvoir user des fruits de ce bien. Et donc, user des fruits, ça veut dire que c'est une personne qui va pouvoir percevoir les fruits qui sont, enfin, qui ressortent du bien. Alors, comment est-ce que on est usufruitier d'un bien immeuble? Comment on peut percevoir des fruits de ce bien immeuble? Ben, on peut l'occuper, par exemple, ou on peut le mettre en location et percevoir les loyers. D'accord? Je ne vais pas plus loin, ça vous irez plus loin en droit civil. Mais donc, le domicile fiscal, c'est l'habitation propre. Cette habitation propre, elle n'est donc pas doublement taxée, elle n'est taxée qu'au précompte immobilier et pas à l'IPP. Alors, quand on parle d'habitation propre, c'est une notion qui peut être étendue. Alors, étendue, attention, dans certaines situations spécifiques. Lorsque, par exemple, on est empêché d'occuper personnellement cette habitation à cause de raisons spécifiques, sociales ou professionnelles, cette habitation va toujours être considérée comme habitation propre. Exemple, imaginons que j'habite dans un appartement, je suis propriétaire de cet appartement, c'est mon habitation propre, donc je ne dois pas la déclarer à l'IPP puisqu'elle est exonérée d'impôts, elle ne fait pas l'objet de taxation à l'IPP. Mais imaginons que mon père est vieux, qu'il est malade et que je décide d'aller habiter avec lui parce que je me dis qu'il a besoin de moi et que c'est plus facile si j'habite avec lui pour m'en occuper.
Eh bien, à ce moment-là, on pourrait se dire alors que si on regarde les choses fiscalement, l'administration fiscale pourrait dire: «Ah, ben, vous n'habitez plus dans votre appartement, donc on peut considérer que ce n'est plus votre habitation propre». Eh bien non, c'est une exception. On va dire que ce sont des raisons sociales qui m'empêchent d'occuper personnellement mon appartement. Donc, ça va être accepté, mon appartement, même si je ne l'habite plus tous les jours, parce que j'ai décidé d'aller vivre avec mon père qui est malade, eh bien cet appartement sera quand même considéré comme mon habitation propre, donc exonéré à l'IPP. Une raison professionnelle peut aussi être avancée. Imaginons, et ça se passe beaucoup, que je travaille très loin de mon domicile habituel. Imaginons que je travaille dans le fin fond du Luxembourg et que donc faire le trajet tous les jours, c'est vraiment fastidieux, ça fait beaucoup de kilomètres, ça fait des pertes de temps, et puis ça fait des pertes d'argent même aussi en essence. Imaginons que je décide de prendre un petit pied-à-terre près de, mon boulot, donc je vais là la semaine par exemple, et on pourrait dire alors: «Ah bah alors, l'appartement dans lequel vous viviez, on ne peut pas la considérer comme habitation propre». Beh, si, parce que c'est aussi une exception. Ici, ce sont des raisons professionnelles qui, m'empêchent, on va dire, d'occuper, mon fameux appartement. Donc, ce sera toujours considéré comme une habitation propre exonérée à l'IPP. Alors je vais même plus loin, même si cet appartement, je décide de le louer par exemple. Donc imaginons que je vais habiter avec mon père, je me dis: «Tiens, c'est bête, je pourrais louer cet appartement». Là, je connais justement quelqu'un qui a besoin, de louer en urgence, quelque chose pour quelques mois et ça m'arrangerait, comme ça reste pas vide. Eh bien, même si je le mets en location, mais comme je suis toujours dans cette idée que, pour une raison sociale, ça m'a poussée à quitter cet appartement, eh bien, même si je loue cet appartement, sera considéré comme habitation propre. Alors il faut pas évidemment abuser, c'est sûr. La raison doit vraiment, qui est invoquée, sociale ou professionnelle, doit vraiment être prouvée, évidemment. Alors, l'habitation propre, ça veut dire l'habitation privée. C'est vraiment l'habitation où vous faites votre vie privée. Vous recevez vos amis, vous avez votre famille, vous élevez vos enfants, vous faites vos soupers, enfin bref, etc. Ça veut dire que ce n'est pas une habitation dite professionnelle. Une habitation professionnelle étant une habitation que l'on occupe pour effectuer sa profession. Imaginons, vous êtes futur comptable, vous utilisez par exemple une habitation pour faire votre cabinet de comptabilité. Ça, c'est une habitation qu'on appelle professionnelle. Mais il se peut, vous avez déjà certainement vu ça, qu'une même habitation, un même bien immeuble, soit en partie utilisé de manière privée et en partie de manière professionnelle. Imaginons, vous avez trouvé une maison, une grande maison, et vous dites, tiens, ben, le rez-de-chaussée, je pourrais en faire mon cabinet de comptable, et le reste, j'habite dedans. Ce qui arrive souvent. Il y en a beaucoup qui font des professions libérales et qui font ce genre de choses. Mais attention, donc si un même bien est utilisé pour les deux, la partie privée ne doit pas être déclarée puisque c'est l'habitation propre, mais par contre, la partie professionnelle va devoir être déclarée. Mais seulement la partie professionnelle. Donc ça, on va voir ensemble. Il faudra faire une proportion. Alors, l'habitation propre, donc comme je l'ai dit, elle est exonérée à l'IPP, pardon. Donc ça veut dire que vous ne devez jamais, jamais la déclarer. Elle ne doit jamais être déclarée dans le cadre 3. Sauf si elle est liée à un emprunt qui ne bénéficie pas du bonus logement. Ça, on verra bien plus tard dans la partie 3, quand on verra les emprunts, donc quand on emprunte pour acheter une habitation propre, on va avoir droit à des réductions. Mais là, on verra que cette habitation, si on est dans un certain système d'emprunt, il va falloir la déclarer, mais ce sera dans le cadre 9. Et ça, j'y reviendrai plus tard, donc ça n'a rien à voir avec le cadre 3. Alors, le revenu cadastral. Ce fameux revenu cadastral, qu'est-ce que c'est? Je suis certaine que vous en avez déjà aussi entendu parler de ce revenu cadastral. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que le revenu cadastral, c'est quelque chose qu'on paye.
Le revenu cadastral, c'est pas quelque chose que l'on paye, ce n'est pas un impôt. Donc ça, il faut vous enlever ça de la tête si c'était le cas. Donc on ne paye jamais le revenu cadastral. Le revenu cadastral est une base, c'est quelque chose qui va servir de base pour calculer ce qu'on appelle le précompte immobilier, on verra par après, mais ce n'est pas un impôt. En fait, le revenu cadastral, c'est quelque chose de tout à fait fictif. En fait, c'est un revenu, on dit que c'est le revenu net, normal, moyen, que le bien immobilier qui est là rapporterait. Donc rapporterait, ça veut dire que c'est au conditionnel, à son propriétaire en un an. Donc ça veut dire que un bien immeuble, eh bien on estime le revenu que pourrait rapporter ce bien immeuble si on le mettait finalement en location. Et sur un an, qu'est-ce que ça rapporterait? C'est donc quelque chose de tout à fait fictif et ce n'est pas un impôt. Ce revenu cadastral, il est établi pour tous les biens immeubles, que le bien immeuble soit bâti ou non bâti. Donc, il y a un bien immeuble pour un appartement, mais aussi pour un garage, pour un terrain, pour une ferme, pour un entrepôt. Il y a toujours, toujours, toujours un revenu cadastral. Ce revenu cadastral, c'est pas nous qui le fixons, évidemment. Ce revenu cadastral, il est fixé par l'administration du cadastre, comme on l'appelle. Et donc, ce revenu cadastral, ben, il est fixé donc, par cette administration et pas n'importe comment. En fait, un revenu cadastral, il est fixé en fonction de beaucoup de paramètres. Par exemple, quelle est la superficie de ce bien immeuble? Ce bien immeuble, est-ce que c'est un bien immeuble d'habitation ou pas? Combien de pièces il y a dans ce bien immeuble? Est-ce que ce bien immeuble a un jardin ou pas? Est-ce que ce bien immeuble se trouve dans tel quartier, dans telle commune? Tout ça va jouer. Et en fait, le revenu cadastral, donc qui est fixé par l'administration, peut bouger. C'est-à-dire que le revenu cadastral pourrait être revu à la hausse ou pourrait être revu à la baisse. À la hausse, pourquoi? Ben parce que peut-être que les paramètres qui ont permis de fixer le RC à la base ont changé et ont fait que ben, ce RC peut être augmenté. Imaginons que vous avez par exemple fait des gros travaux dans votre maison, ce qui fait que votre maison a par exemple une superficie plus importante ou des pièces plus importantes. Et bien à ce moment-là, on pourrait dire que le revenu cadastral doit être revu à la hausse. Et en général, l'administration fiscale, enfin l'administration du cadastre va le faire. Mais ça peut aussi être à la baisse. À la baisse, ben, si des circonstances ont changé, par exemple, votre immeuble a été détérioré gravement par des inondations, par un incendie, par un quartier qui s'est tout à fait, qui a tout à fait dépéri, et qui donc dévalorise tous les biens qui se situent dans ce quartier. Bref, il y a plein de choses. Alors, quand c'est revu à la hausse, en général, vous ne devez pas vraiment faire de démarche. Vous recevrez un avis de l'administration qui vous dira que votre revenu cadastral est désormais d'autant. Et l'administration justifiera ça. Et en fait, elle le sait souvent puisque ça servent aussi les permis d'urbanisme. À la baisse, par contre, c'est vous qui devez faire évidemment la demande. L'administration ne baissera jamais votre RC comme ça. Donc ça, si vous voulez le faire baisser parce que vous estimez qu'il y a des paramètres qui ont changé, c'est vous qui devez faire la démarche. Renseignez-vous auprès de l'administration du cadastre pour ce faire. Alors, le revenu cadastral, il est indexé chaque année. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ce revenu cadastral, il est fixé par rapport à une année fixe qui est 1975. 1975, c'était il y a 46 ans, c'est-à-dire que ça fait un bon bout de temps. Et pourtant, on est resté bloqué à cette date, enfin à cette année 1975, pour fixer chaque fois le revenu cadastral d'un bien immeuble. Or, aujourd'hui, on est en 2021, mais attention, je parle bien de l'exercice 2020. Et donc, bah, ce revenu cadastral,
tel qu'il est fixé par rapport à l'année de 1975, ben, n'est plus du tout cohérent avec les années actuelles. C'est pour ça qu'on l'indexe. Alors, comment est-ce qu'on l'indexe? Ben, par rapport à un coefficient. Et ce coefficient, il change chaque année. Alors, le coefficient qu'on utilise pour l'exercice d'imposition 2020, c'est celui-ci. C'est 1,8230. Alors ça, c'est un coefficient, vous allez voir, on va tout le temps fonctionner avec ce coefficient. Donc c'est un coefficient, après quelques semaines, vous allez voir, vous allez le connaître par cœur. Je vous donne déjà le coefficient pour l'exercice 2021, mais ce n'est pas celui-là qu'on va utiliser. Je vous le donne vraiment à titre purement informatif, parce que bah, vous allez devoir remplir une déclaration en 2021 et que donc vous allez vouloir peut-être faire certains calculs et donc par rapport à ce que vous aurez appris en IPP, ben, vous devrez savoir que c'est plus ce coefficient-là, évidemment ce sera celui-là. Mais bon, comme je l'ai dit, moi je travaille sur l'exercice 2020, donc je reste bien avec ce coefficient de 1,8230. Alors, ce RC, il est indexé chaque année, d'accord, mais il est indexé pour les calculs qu'on va devoir en faire. Il n'est jamais indexé dans la déclaration fiscale. C'est-à-dire que dans la déclaration fiscale, il doit toujours être mentionné non indexé. D'ailleurs, si vous regardez votre cadre 3, je dis toujours, il suffit de lire. Hein. Vous voyez ici cadre 3, vous voyez ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez non indexé. Et vous voyez chaque fois RC, RC, RC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce que vous allez devoir mettre ici, c'est le montant du RC, mais on vous dit bien que c'est non indexé. Donc attention, quand on déclare le RC, c'est toujours non indexé. Par contre, quand on fait un calcul, et on va en faire des calculs évidemment en utilisant ce RC, il faudra toujours l'indexer. Mais attention, quand on indexe, il faut faire attention à ce qu'on appelle les règles de l'arrondi. Alors, les règles de l'arrondi sont les suivantes. Quand vous allez faire un calcul, bah vous voyez qu'ici il y a 3 chiffres après la virgule, vous allez forcément aboutir à des chiffres après la virgule quand vous allez faire l'indexation. Eh bien, vous devez faire attention. On dit que quand les deux chiffres, d'accord, vous ne regardez que les deux chiffres, après la virgule, sont en dessous de 50, vous devez arrondir à l'unité. Quand les deux chiffres après la virgule sont au-dessus de 50, vous devez arrondir à l'unité supérieure. Alors, par exemple, vous prenez ici un RC, imaginons, de 1465 euros. 1465 euros, vous faites fois le coefficient, 1,8230, ça va vous donner, alors faites-le à la machine, hein, de manière simultanée, comme ça vous voyez exactement ce que vous avez à votre écran de calculatrice, vous allez obtenir 2670,695. Comment est-ce qu'on fait pour respecter cette règle de l'arrondi? Vous allez devoir prendre les deux premiers chiffres après la virgule. Ici, c'est 69. On s'en fiche du troisième chiffre. 69, vous êtes au-delà de 50. Enfin, vous êtes à 50 et plus. Donc, comment est-ce que vous arrondissez? Vous arrondissez à l'unité supérieure, ça va vous donner 2671. Alors, mettez pause et faites la règle de l'arrondi avec ce RC de 1433. Et puis reprenez. Alors, comment est-ce qu'on fait? On fait 1433 fois le coefficient d'1,8230. Qu'est-ce que ça va vous donner? Voilà, j'ai déjà mis. Ça va vous donner un montant exact de 2612,359. Alors, 2612,359, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez ici ces deux premiers chiffres. On s'en fiche du troisième. Vous constatez que ces deux premiers chiffres, on est en dessous de 50. Du coup, qu'est-ce que ça va vous donner? Vous allez devoir arrondir à l'unité, donc de 1612, tout simplement. D'accord? Il n'y a rien de compliqué, mais vous allez voir que
ces règles de l'arrondi, enfin cette première règle de l'arrondi, elle est hyper importante et on verra qu'il y a une autre règle de l'arrondi qu'on verra un petit peu plus tard. Alors, ces revenus immobiliers, il faut savoir comment est-ce qu'on doit les déclarer, qui doit les déclarer, comment faire. Alors, d'abord, première question, qui doit les déclarer? On a appris qu'il y avait une déclaration, qu'il y avait des colonnes à remplir, que parfois on devait remplir de manière isolée, parfois de manière commune, à gauche, à droite, mais qui exactement va devoir remplir les revenus immobiliers? Alors, quand on est face à un couple et que ce couple est marié sous le régime de la communauté, qu'on appelle aussi le régime légal, chaque conjoint va devoir déclarer 50% des revenus immobiliers, même qui proviendraient d'un bien immeuble propre, car ce sont des revenus communs. Je m'explique. Alors, vous allez voir en droit civil, vous avez peut-être déjà vu, que quand on se mariait, il fallait choisir un régime matrimonial. Régime matrimonial qui va pouvoir déterminer en fait quoi appartient à qui. Concrètement, hein, quoi appartient à qui, le fauteuil il appartient à qui, la TV elle appartient à qui, l'appartement à la mer appartient à qui, bref, il y a des questions qui se posent. C'est important, pourquoi? C'est important parce que si un jour le couple divorce, c'est important de savoir quoi appartient à qui. Au moment où il y a un des deux qui décède, il faut savoir quoi appartient à qui pour savoir ce qu'il y a dans le patrimoine successoral. Donc, bref, c'est important. Il y a le régime de la communauté. Là, ça veut dire que, en fait, à partir du mariage, tout ce qu'on acquiert à partir du mariage appartient 50% à l'un, 50% à l'autre. Peu importe. Donc, comme je dis toujours, sachez qu'en régime de communauté, quand un des deux, ou même les deux, ont un salaire de leur revenu, donc leur salaire professionnel, ce salaire, au niveau civil, c'est bien un salaire qui appartient à deux, aux deux personnes. Donc acheter quelque chose avec son salaire, si on est en régime de communauté, ben, si j'achète la télévision avec mon salaire, si je suis en régime de communauté, cette télévision, elle appartient bien aux deux. Il y a à côté de ça un régime de séparation de biens, où là, ben, tout ce qu'on acquiert à partir du mariage, ben, ça nous appartient à chacun. On a décidé que les revenus de chacun, c'était les revenus de chacun et que on ne faisait pas ça aller à l'autre pour moitié. Alors, vous développerez ça plus longuement en droit civil, si ce n'est déjà fait. Ici, en IPP, ça a son importance. Parce que, alors le régime de communauté qui est le régime légal, donc ça veut dire que si vous ne choisissez pas de régime matrimonial quand vous vous mariez, la loi dit bah, c'est d'office alors le régime de communauté. Eh bien, quand il y a des revenus immobiliers, il faut que chacun déclare 50-50. Donc si par exemple, j'ai acheté avec mes revenus professionnels économisés un appartement à la mer, si je suis en régime de communauté, cet appartement appartient bien en moitié à moi et la moitié à mon conjoint. Donc ça veut dire qu'il faut chacun déclarer 50-50. Même si le bien immeuble m'était propre, c'est-à-dire que, imaginons que cet appartement, je l'ai acquis bien avant de me marier, avec donc mes sous, il est bien à mon nom, eh bien on considère qu'à partir du mariage, les revenus qu'il produit, eh bien c'est considéré comme tombant sous la communauté, donc on doit déclarer 50-50. Vous ferez des exercices après, donc vous y verrez plus clair. Quand on est sous le régime de séparation de biens, ou si on est en cohabitation légale, on a vu la différence, sans contrat de communauté, c'est très rare qu'il y ait un contrat de communauté dans des cohabitants, enfin ça pourrait exister. Donc bref, si on est sous séparation de biens, cohabitation légale sans contrat de communauté, bah, chacun déclare ses revenus immobiliers propres. Donc chacun a bien ses propres revenus immobiliers, on ne mélange pas les choses. Alors que se passe-t-il si le bien immeuble est en indivision? L'indivision, c'est aussi une notion que vous apprendrez en droit civil, donc ça veut dire qu'on est à plusieurs, on est plusieurs propriétaires pour un même bien. On appelle des copropriétaires. Et bien, comment ça va se passer? Chaque copropriétaire va déclarer les revenus immobiliers en proportion de sa part. Donc, les revenus immobiliers, bah,
on va voir que c'est le revenu cadastral pour la plupart des cas, ben, ça veut dire que chacun va déclarer en proportion de sa part. Imaginons que, je ne sais pas, j'ai un appartement à la mer que je possède pour un tiers, ma sœur pour un tiers et mon frère pour un tiers. Parce qu'on a recueilli ça dans une succession, par exemple. Eh bien, comme cet appartement m'appartient que pour un tiers, je vais bien déclarer un tiers de ces revenus immobiliers, pas tout. D'accord? Si vous déclarez tout, c'est vraiment en votre défaveur, hein. Vous n'avez qu'un tiers, donc vous n'avez qu'à déclarer un tiers puisque vous ne serez taxé que sur un tiers. Votre frère, votre sœur va faire la même chose de leur côté. Si le bien immeuble fait l'objet d'un usufruit nue propriété, c'est toujours l'usufruitier qui déclare. Donc la différence entre pleine propriété, usufruit, nue propriété, vous la verrez aussi en droit civil, ce sont des notions très importantes. Un usufruitier, comme je vous l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui jouit des fruits du bien. Le nu propriétaire, c'est ce que je dis toujours, il porte bien son nom, c'est le propriétaire qui est nu. Donc ça veut dire que lui, il a la chose en substance, mais il ne peut pas en bénéficier. Eh bien, cette indivision usufruit nu propriété qui existe toujours, donc quand il y a un usufruitier, il y a toujours un nu propriétaire. Quand il y a un nu propriétaire, il y a toujours un usufruitier. Ils existent tous les deux ensemble dans un même bien. Eh bien, c'est toujours l'usufruitier qui doit déclarer, qui va être taxé là-dessus. Jamais le nu propriétaire, puisque lui, il ne peut pas profiter du bien. Donc c'est logique, c'est l'usufruitier qui profite du bien, donc c'est lui qui doit déclarer. Si le bien immeuble a changé de propriétaire, que se passe-t-il? Chaque propriétaire va déclarer ses revenus immobiliers en proportion du temps de possession sur l'année. Et c'est en jours que ça se compte. Donc imaginons que vous avez un bien immeuble, je sais pas, vous avez un appartement, et vous vendez cet appartement je sais pas moi, le 1er juin dans l'année. Ça veut dire que vous avez été propriétaire de cet appartement du 1er janvier, cette année-là, jusqu'au 31 mai. Et le nouveau propriétaire a été propriétaire du 1er juin jusqu'au 31 décembre, cette année-là. Eh bien, chacun va devoir calculer en proportion des jours. Donc, va falloir, donc je vous rappelle que sur une année, il y a 365 jours, voire 366 quand on est dans une année bissextile, ce qui n'était pas le cas des revenus 2019. Eh bien, vous devez voir combien de jours vous en avez profité sur 365. Et donc, vous allez devoir faire votre montant fois autant de jours divisé par 365. On reviendra à ce genre de proportion un peu plus tard. Alors, si le bien immeuble est loué, c'est évidemment le propriétaire qui doit déclarer les revenus immobiliers et pas le locataire. Ce serait un comble, le locataire lui-même paye un loyer, donc il ne sera pas taxé sur le bien immeuble puisqu'il n'en touche pas de revenus. Alors, comment est-ce qu'il faut déclarer? Quel code il va falloir remplir? Ça, il faut que vous preniez donc bien votre cadre 3 sous les yeux. Et donc, si vous prenez votre cadre 3 sous les yeux, ben vous voyez, donc on est bien dans ce cadre 3, comme je vous l'ai dit, vous voyez qu'il y a mi non indexé RC, 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 et puis parfois vous voyez loyer brut. Loyer brut, loyer brut. Puis ici, vous avez des rubriques. Ici, vous avez les codes et les pointillés. Ces pointillés-là, évidemment, qu'il faut remplir avec des montants. Alors, je ne reviens pas sur à gauche, à droite, ça vous le savez maintenant, c'est acquis. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il faut remplir tel code ou tel code ou tel code ou tel code ou tel code? Eh bien, ça dépend de ce que vous faites de votre bien immeuble. Alors, ça dépend de ce que vous faites de votre bien immeuble. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours regarder qu'est-ce que vous faites du bien immeuble. Et en fonction de ça, vous allez devoir voir quelle est la rubrique qui correspond à finalement l'affectation que vous en faites de ce bien immeuble. Et vous voyez qu'il y a parfois certaines rubriques où vous allez devoir remplir le RC, mais aussi le loyer brut. D'accord? On va y revenir. Donc ça veut dire que vous allez devoir indiquer et le RC, revenu cadastral, et le loyer brut. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on sait quel code remplir? Je prends le premier. Le premier code, c'est le 105. Alors moi, je vais toujours parler, évidemment, quand j'indique des codes, je prends toujours les chiffres, les 3 chiffres du milieu. D'accord?
puisque le 1 et le 2, ça a à faire si on est à gauche ou à droite, et les deux derniers chiffres aussi, mais ça n'a pas d'importance. Donc toujours bien regarder les 3 chiffres du milieu. Alors, le 105. Qu'est-ce que je dois déclarer dans le 105? Il suffit de lire. Moi, je dis souvent, quand on sait bien lire quelque chose et qu'on comprend bien évidemment le français, puisque c'est mis en français, eh bien, il n'y a pas moyen de se tromper. Ici, on dit immeuble utilisé pour votre profession. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous utilisez un bien immeuble pour votre profession. Mais vous utilisez ce bien immeuble pour votre profession sans payer de loyer. D'accord? Donc imaginons que vous faites votre, je sais pas moi, votre bureau de comptable dans votre bien immeuble que vous utilisez peut-être aussi de manière privée. Eh bien, vous devrez alors déclarer le RC de ce bien immeuble en tout ou en partie. Oui, puisque si par exemple c'est un même bien immeuble, vous utilisez une partie pour votre habitation privée, bah, vous devrez déclarer ici que la partie professionnelle. Donc imaginons que vous utilisez, je ne sais pas moi, un quart pour votre cabinet professionnel, bah, vous déclarez que un quart du RC, pas tout. Si vous mettez tout, ça veut dire que vous êtes surtaxé, et ça ne va pas. Je vous rappelle que le contribuable, ce qui l'intéresse, c'est de payer le moins possible. C'est celui qui exerce, attention, l'activité qui doit déclarer. Et ici, donc, c'est une exception, peu importe le régime matrimonial. Donc ici, on s'en fiche du régime matrimonial de communauté ou pas. C'est celui qui exerce l'activité qui doit déclarer. Donc si par exemple, c'est moi qui ai mon cabinet fiscal dans le bien immeuble, je ne paye pas de loyer pour ça, ben c'est bien moi qui vais devoir déclarer dans le 105. D'accord? Je suis madame, le moi, dans mon couple, donc je vais devoir déclarer ici dans le 2105. Ces revenus immobiliers sont considérés comme des loyers économisés. Ben oui, parce que ça veut dire que j'économise des loyers. C'est vrai que si j'avais dû louer un bureau, j'aurais dû payer des loyers. Ben, comme j'économise ces loyers, on considère que c'est du revenu. Et donc c'est du revenu immobilier, même si on verra plus tard qu'en fait ils sont exonérés d'impôts. Mais je dois les déclarer parce que ça donne un signal à l'administration fiscale que j'exerce une profession probablement donc d'indépendant. Ça c'est le 105. Maintenant il y a le 106 et le 107. Alors 106, 107, c'est ceci. Donc 106, 107, ce sont les rubriques donc du point 2, du point 3. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il faut bien lire. Ici, on vise les locations privées ou absence de location, mais il faut bien lire. Cette phrase, en fait, ici, on vous dit bâtiment non donné en location. Virgule. Cette virgule a cette importance, puisque ça veut dire qu'en réalité, on s'arrête là. Bâtiment non donné en location. Donc vous avez un bâtiment que vous ne donnez pas en location. Imaginons, vous avez un appartement à la mer que vous utilisez pour passer vos vacances ou vos week-ends. Vous ne le mettez pas en location, c'est pour vous. Eh bien, ça rentre dans cette rubrique 106. Bâtiments que vous donnez en location à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession. Ou, alors vous arrêtez là, ça veut dire que ça vise une deuxième situation. Vous avez, je ne sais pas moi, investi dans plusieurs biens immeubles et vous avez un appartement que vous mettez en location à un couple. Ce couple qui l'utilise pour habiter dedans, faire leur vie privée. Eh bien, peu importe la chose, peu importe si vous touchez des loyers, ce que vous devez déclarer ici, c'est dans le 106, le RC, d'accord, puisque c'est une donnée en location à usage privé. Ou, troisième situation, vous donnez en location à des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à disposition de personnes physiques exclusivement à des fins d'habitation. Alors ça vise quoi? Ça vise en fait des agences sociales, ASBL, institutions publiques. Vous avez peut-être déjà entendu parler des agences immobilières sociales, qui sont des agences en fait qui font l'intermédiaire entre propriétaires et personnes qui veulent louer un bien immeuble et qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et donc, en fait, ce sont donc des loyers qui se font à bas prix. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous mettez un bien immeuble pour une agence immobilière sociale qui le loue à
des personnes à faible revenu, vous rentrez aussi dans cette catégorie. Donc tout ce qui rentre dans cette catégorie, vous devez déclarer quoi? Le RC dans le 106. D'accord? Tout ou partie, toujours, il faut voir l'affectation. Donc toujours bien voir si toute l'affectation rentre dans cette rubrique ou s'il n'y a qu'une partie. Si c'est qu'une partie, vous déclarez qu'une partie du RC. Si c'est tout, vous mettez tout le RC. Alors, il se peut que vous mettiez en location un bien immeuble meublé. D'accord? Ça arrive de temps en temps que le propriétaire meuble le bien immeuble et que du coup, le loyer qu'il demande est plus important. Mais ici, la partie revenu immobilier, donc le bien immeuble, vous louez, vous devez bien toujours déclarer le RC ici. Mais pour la partie meublée, ça on reviendra plus tard dessus, il faudra bien tenir compte qu'il y a une partie meublée, donc des revenus dits mobiliers, qu'on devra déclarer au cadre 7. Mais ça, on y reviendra plus tard. Alors, si vous êtes dans une mise à disposition d'un bien immeuble, mise à disposition, ça veut dire sans aucun bénéfice. Vous mettez à disposition de manière tout à fait gracieuse un bien immeuble, un enseignement, un culte, un hôpital, un home. Eh bien, dans ce cas-là, on vous dispense de taxation. Ça veut dire qu'il n'y aura ni de précompte immobilier à payer, ni de taxation à l'IPP. D'accord? Mais il faut bien rentrer dans cette catégorie-là. Donc, c'est un bien immeuble qu'on met à disposition gratuitement pour ces 4 catégories-là. Alors, je passe au 108. Oui, alors le 107, c'est la même chose, hein, sauf qu'ici, on vise des terrains, tout simplement. Je passe au 108. Alors, le 108, en fait, ce qu'on appelle le bail à ferme. On parle d'immeubles donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme. Donc ici, ce sont des biens immeubles qui sont affectés à l'exploitation agricole. Donc imaginons que vous possédez une ferme et vous le mettez en location pour une exploitation agricole, un fermier. Et là, vous devez déclarer quoi? Le RC, toujours. D'accord. Sauf si on parle d'un bail de carrière. Un bail de carrière, c'est un bail extrêmement long, de 27 ans, ou un bail à ferme de plus de 18 ans sur des terres. Dans ce cas-là, vous allez être exonéré à l'IPP, donc vous allez devoir même pas déclarer dans le 108, mais par contre, il y a toujours un précompte immobilier qu'il faudra payer. Et alors, je termine avec les 109 et suivants. Alors, vous voyez ici, 109, 110, 112, 113, 115, 116. En réalité, ce sont des codes qui vont de pair. Le 109 va toujours avec le 110. Le 112 va toujours avec le 113. Le 115 va toujours avec le 116. Alors, c'est quoi ici? En fait, ce sont toutes les locations à usage professionnel. Ici, la rubrique, elle est expliquée en disant immeuble donné en location dans des circonstances autres que celles qui sont visées là. En réalité, ça veut dire que ce sont toutes des locations à usage professionnel. Et donc, quand vous mettez un bien immeuble en location pour un usage professionnel, eh bien, ce sont ces codes-là qu'il faut remplir. Alors, vous mettez ça en location à une personne physique ou une personne morale qui en fait un usage professionnel. Imaginons que vous avez un rez-de-chaussée, vous le mettez en location à un coiffeur qui en fait son salon de coiffure, à un épicier qui en fait son épicerie, à un kiné qui fait son cabinet médical. Bref, donc quelqu'un utilise ça pour un usage professionnel. Là, ce que vous devez faire, c'est déclarer et le RC. D'accord? Alors, si c'est un bâtiment, c'est 109, 110. Si c'est un terrain, 112, 113. Matériel, outillage, 115, 116. Vous allez devoir mettre le RC, d'accord? Ici, par exemple, si c'est un bâtiment, plus le loyer annuel brut. Loyer annuel brut, ça veut dire qu'est-ce que vous avez touché comme loyer cette année en contrepartie de la mise à disposition de ce bien. Brut, ça veut dire qu'on ne déduit absolument rien du tout. Et c'est bien annuel, hein, d'accord? Donc si vous demandez un loyer par mois, il faut bien toujours le transformer en année. D'ailleurs, de manière générale, en IPP, on transforme toujours tout sur l'année. Quand on parle de chiffres, c'est toujours sur l'année. Donc toujours bien faire attention de transformer tout en année. Alors, si c'est un usage professionnel total, il n'y a pas de souci.
je mets tout le RC, tout le loyer que j'ai touché. Mais si c'est un usage professionnel partiel, il faudra bien ventiler dans les codes, hein, il faudra ventiler le RC entre les codes si le bail enregistré le prévoit. À défaut, pas de ventilation, tout est considéré comme professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, vous louez à votre kiné, vous louez une maison au kiné. Le kiné va faire du rez-de-chaussée son cabinet médical. Et au-dessus, il va y habiter. Imaginez que son cabinet médical représente, je ne sais pas moi, un quart de la maison. Eh bien, dans le bail, vous allez devoir prévoir qu'il y a 3 quarts que ce kiné va utiliser à titre privé et un quart à titre professionnel. Vous allez devoir évidemment du coup ventiler et dire il y a un quart du RC et des loyers que j'indique dans le 109 et le 110, et il y a les 3 quarts que je vais devoir déclarer dans le 106, puisque ça, c'est de l'usage privé. Donc faites attention à ça, mais vous allez évidemment faire des exercices là-dessus. Alors attention, si le bail ne le prévoit pas, tout va être considéré comme professionnel. Donc là, ça veut dire que vous ne pourrez pas ventiler les choses et vous devrez mettre la totalité du RC et la totalité du loyer brut. Ce qui est au désavantage évidemment du contribuable parce qu'on va voir par après qu'au niveau de la taxation, sur la base taxable, ça va tout changer. Donc quand on est dans ce cas-là, il faut évidemment bien le prévoir dans le bail. Alors, pour terminer, vous voyez que dans ce cadre 3, donc j'ai vu en détail la rubrique 1, il y a la rubrique B où on parle de revenus étrangers. En fait, dans ces revenus immobiliers étrangers, ce que vous devez faire, c'est déclarer les revenus immobiliers que vous touchez en dehors de la Belgique. Donc si par exemple vous possédez un bien immeuble en France, en Italie, au Maroc, aux États-Unis, en Chine ou tout ce que vous voulez, vous devez déclarer ces revenus immobiliers. Alors comment est-ce que vous devez déclarer? Qu'est-ce que vous devez déclarer? On parle de loyer brut ou de valeur locative. Loyer brut, ça veut dire ce que vous toucheriez en loyer parce que vous en avez fait une location. Valeur locative, c'est un peu le pendant de ce que nous on appelle le revenu cadastral. Sauf que dans les autres pays, ça ne s'appelle pas forcément revenu cadastral, mais il y a toujours une valeur dite locative. C'est ce que vous devez déclarer en euros, donc vous devez faire la conversion évidemment au moment où vous remplissez votre déclaration. Et vous pouvez faire par contre une déduction de l'impôt de ce que vous avez payé à l'étranger. Donc si vous avez dû payer un impôt à l'étranger pour ce bien immeuble, vous pouvez le déduire de ce que vous allez indiquer dans votre déclaration. Mais attention, il faut impérativement mettre dans votre déclaration belge des revenus immobiliers, même si c'est à l'étranger et même si vous avez payé un impôt déjà là-bas. Alors, s'il y a plusieurs fois le même code à remplir, vous devez additionner et annexer. Oui, effectivement, vous voyez qu'à chaque fois qu'un seul code ici. Imaginons que vous avez plusieurs biens immeubles parce que vous êtes un investisseur en biens immeubles et que vous mettez ces biens immeubles en location à titre privé. Ça veut dire que vous avez un bien immeuble 1, un bien immeuble 2, un bien immeuble 3 et que vous devriez chaque fois remplir le 106. Comme il n'y a qu'un seul code 106, vous devez additionner tout, d'accord, chaque fois le RC, et vous mettez ça dans une annexe. Comme ça justifie à l'administration fiscale d'où vient ce montant. D'accord ? Et elle pourrait aller plus loin pour vous demander des preuves, mais en tout cas, mettre une annexe, c'est très bien. Alors, je vous rappelle que si le bien immeuble est considéré comme votre habitation propre, il est exonéré d'IPP, donc vous ne devez rien déclarer du tout. Alors, je vous laisse à vos exercices. Donc les exercices, on est au chapitre 3, on a fait le 1 et le 2. Donc je vous demande de réaliser les exercices du chapitre 3, l'exercice A, qui va donc concrétiser tout ce que je viens de
vous expliquer théoriquement et vous allez mettre ça en pratique. Alors vous avez dans cet exercice A des situations, vous avez 5 situations et je vous demande pour l'exercice d'imposition 2020, quel code vous devez remplir dans le cadre 3. Donc à vous de me dire, voilà, dans telle situation exposée, vous remplissez tel code avec tel montant. D'accord? Donc analysez bien vos situations, c'est très important. D'accord? Voilà, je vous laisse. N'oubliez pas de faire l'autocorrection avec le correctif que je posterai évidemment après l'échéance du devoir. Je vous souhaite bon travail.